Bonjour, c'est Adrien Plane, vous êtes sur la chaîne Écran d'Arrêt, et aujourd'hui on va parler de deux horribles jeux qui sont terriblement bien. Il s'agit de Bloodborne et de Darkest Dungeon, qui en apparence n'ont que peu de choses en commun. Sorti en 2015 puis 2016, l'un est un action RPG japonais, grand budget, développé en marge de la série des Dark Souls. L'autre est un roguelike en tour par tour, premier jeu d'un studio indépendant américain. Malgré tout, ils ont plusieurs similarités, à commencer par leur difficulté qui est en accord avec leur histoire sombre, se déroulant dans un monde sans merci. Ces histoires sont inspirées de l'univers d'H.P. Lovecraft, auteur américain du début du XXe siècle, inventeur de nombreux mythes, notamment celui du Necronomicon et de Cthulhu. Le vidéaste Paul a dédié une sympathique vidéo à la vie de l'auteur, mais connu de son vivant, célébré après sa mort. Lovecraft a écrit de nombreuses nouvelles horrifiques, dans lesquelles les personnages sont confrontés à la révélation d'une réalité grandiose et terrifiante. Le monde est régi par des êtres divins qui nous influencent et sont amenés à revenir régner sur la Terre. Dans sa préface du corpus des œuvres de Lovecraft, Francis Lacassin les décrit comme des sortes de demi-dieux géants, constructeurs de cités avant la naissance de l'humanité, résidant à présent dans l'espace ou les fonds marins et terrestres. Ils provoquent des visions ou cauchemars chez les humains les plus réceptifs. Les monstres sont rares, et souvent la forme amoindrie ou corrompue de ces divinités invisibles. L'effroi que provoque cette réalité et notre stupeur au sentiment de notre insignifiance au sein du cosmos est désigné par le terme d'horreur cosmique. L'influence de l'œuvre de Lovecraft est visible dans une impressionnante quantité d'œuvres, devenant une des pierres angulaires de nos peurs collectives. Il a inspiré la littérature, notamment celle de Stephen King, le cinéma chez John Carpenter ou David Cronenberg, les séries, les jeux vidéo, et même les comédies musicales. Bloodborne et Darkest Dungeon exploitent ces apports littéraires pour la construction d'un univers et de mécaniques de jeu. Bloodborne se passe dans une ville où les habitants se transforment en bêtes suite à leur consommation excessive d'un sang médicinal, extrait d'un dieu déchu. La cité voit un culte à de nombreuses divinités qui ont imposé leur règne et corrompu la vie humaine. Darkest Dungeon se passe lui dans un pays dévasté et malade, et dont l'on a hérité par notre ancêtre. On enrôle des combattants pour tuer les habitants, transformer en monstres, se fortifier, s'enrichir, en vue de récupérer le château du domaine, au fond duquel règne un dieu. Dans les deux cas, une infection transforme les gens, et le héros doit faire une sorte de purge sans grand espoir de rétablir la vie originelle. Les raisons de l'instauration de cette horreur est un mystère, les détails nous étant révélés progressivement. Et cette horreur innerve véritablement les jeux jusque dans leur mécanique, investissant le joueur dans une lutte pour sa survie, dans laquelle la morale ou la raison n'ont que peu leur place. Dans ces mondes impitoyables et mystérieux, on a honnêtement peur, ou du moins ressentons des émotions fortes, ne serait-ce que la colère provoquée par nos échecs répétés. On va donc se demander en quoi ces jeux réussissent-ils à traduire le frisson de l'horreur Lovecraftienne au travers de leur gameplay. Comme souvent dans les jeux, le premier moteur à l'action, c'est la nécessité de survivre dans un environnement hostile. Tout veut notre mort, et notre premier réflexe de joueur, c'est de tuer ce qui nous menace, ce qui est encouragé par nos guides. Dans Bloodborne, c'est Garman, que l'on rencontre au début, et qui nous apprend qu'on est un chasseur, et qu'on doit donc tuer les bêtes qui envahissent la ville, car c'est ce que font les chasseurs. Simple, basique. Darkest Dungeon est lui entièrement narré par l'ancêtre, qui nous parle d'outre-tombe, de sa voix grave. Il est à la fois le guide et le moteur de l'action, parce qu'on découvre progressivement qu'il a une responsabilité dans la transformation monstrueuse du pays. Ce narrateur, Wayne June, a été choisi car elle a enregistré de nombreux livres audio de Lovecraft, et un timbre parfait pour l'ambiance d'horreur gothique. The thing cannot be described. There is no language for such abysms of shrieking and immemorial lunacy. Ajoutons que le studio du jeu a été nommé Red Hook, en référence à la nouvelle L'horreur de Red Hook, l'influence de Lovecraft étant bien assumée. Dans les jeux, qui en majorité sont faits de combats, cette urgence de l'action nous plonge in medias res dans l'horreur, ce qui est une qualité et un défaut, car on se concentre d'emblée sur les mécaniques, ce qui empêche de trop se prendre la tête avec l'histoire, mais signifie aussi qu'il est possible de passer complètement à côté des subtilités narratives, même en étant assez concentré. Les mécaniques de Bloodborne sont plutôt classiques. Le personnage est vu à la troisième personne, explore des zones et tue des ennemis, en esquivant leurs attaques. C'est le principe des jeux Dark Souls, qui sont exigeants avec les joueurs, car toute décision est importante, et la vie est fragile. La différence ici, c'est que l'on est beaucoup plus vulnérable, et que tout va très vite.
pas de bouclier, obligeant à apprendre le timing des attaques ennemies. Le jeu récompense les prises de risque et le style agressif, que ce soit en parant ou en attaquant les ennemis après avoir été touchés, pour leur voler du sang. C'est une expérience éprouvante, réservée aux joueurs entraînés, pouvant provoquer un sentiment d'impuissance et d'injustice quand tout se ligue à nous nuire sans ménagement. Cependant, on peut s'améliorer, prévoir et toujours gagner si l'on joue bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans Darkest Dungeon. Si ce jeu est à l'origine de beaucoup de haine, c'est qu'il laisse une place importante au hasard. Jouer, c'est faire des probabilités. Lors d'un combat, l'ordre des joueurs est tiré au hasard. Leurs attaques font des dégâts variables qui ont un pourcentage de chance de toucher leur cible. Tout dépend des valeurs, vitesse, esquive, précision, résistance, etc. Tout l'intérêt est dans la balance des choix et des prises de risque. Une fois arrivé au seuil de la mort, notre héros a une chance sur 3 de mourir au coup suivant. À nous de nous empresser de le soigner pour que cela n'arrive pas. Mais comme tout est aléatoire, on n'y arrive pas toujours. Un des challenges implicitement posés à tout jeu, c'est de justifier la mort dans le scénario. Le plus souvent, lors d'un échec, on reprend au checkpoint, sans se poser de questions. D'autres jeux l'intègrent à leur narration, comme Bloodborne, censé se passer dans un rêve, parfois dans des rêves imbriqués. Et Darkest Dungeon a recours à une autre solution, la permadeath, ou mort permanente. C'est un choix osé. Un héros mort est perdu définitivement, ce qui est assez éprouvant et même inconcevable pour certains joueurs qui passent 2 heures à améliorer un personnage pour le voir éliminé d'un coup de dé. Ce monde ne fait pas de cadeaux. À l'origine, Darkest Dungeon se veut une expérience réaliste d'aventurier. You know, if you really think about it, it would really suck to be an adventurer. It kind of started as a joke, the way power and the power fantasy of video games is always represented in like the measure of a man is like the size of his sword in games almost. And I felt like there was an opportunity in there somewhere to sort of subvert that idea, because really you could give me the biggest, most powerful battle axe in the world, and if an actual skeleton was coming at me, I'd be terrified, so scared I probably wouldn't even be able to swing this giant magical axe. Cette réflexion a donné naissance à une autre mécanique, le stress. Les héros l'accumulent dans leur bataille, arrivant à un point où ils sont touchés d'une affliction qui les amoindrit et peuvent mourir d'une crise cardiaque. On peut relier ça à la folie qui touche les personnages chez Lovecraft. J'ai beau mettre en doute ces horribles souvenirs, cette vision hideuse me poursuit sans trêve. C'est la nuit, quand la lune gibbeuse décline, que je vois la chose. J'ai bien essayé la morphine, mais la drogue n'a amené qu'un léger sursis, et de plus, elle a fait de moi son esclave. Some good shit. La folie est centrale chez Lovecraft. D'ailleurs, un des plus célèbres jeux de rôle est l'adaptation de l'Appel de Cthulhu, dans lequel le scénario n'a que 2 fins possibles, la mort ou la folie. Et s'approcher de la folie est un exercice vidéoludique particulièrement difficile. Pour moi, on juge de la qualité d'un jeu d'après ses mécaniques, c'est l'aspect ludique qui est central. Mais le gameplay, les mécaniques, n'ont un sens que mis au profit d'une narration, ce qui est ici une réussite complète. Au début des 2 jeux, nous sommes projetés dans un monde corrompu, forme avancée de l'apocalypse annoncée dans les œuvres de Lovecraft, approche assez souvent employée dans les jeux, puisque la situation de crise justifie la violence. On est perdu, agressé, ignorant des enjeux, et on se défend avant de comprendre. BioShock fonctionne sur ce modèle. Le protagoniste arrive dans la ville submergée de Rapture, une société dystopique où les citoyens sont rendus fous par leur consommation d'une substance. De plus, l'identité du personnage reste floue, et son rôle lui est caché. À force de tuer, on se rend compte qu'on n'est pas si sympa que ça. On tue des hommes transformés en monstres, qui ne sont que les victimes d'une corruption globale, dont l'on comprend les ramifications par des détails semés. L'horreur est gothique, comme chez Edgar Allan Poe, et se teinte de surnaturel mystérieux que désigne le terme anglais Eldritch, pour les affreux monstres. Les monstres. Le joueur a une vision partielle de l'histoire, et se sentira d'autant plus heureux d'avoir découvert seul un élément subtil ou caché, dont il peut seulement avoir une compréhension totale en passant en revue des forums, sites ou vidéos de fans. Le studio Red Hook propose par exemple sur leur site des pages de bande dessinée destinées à expliquer l'histoire des différentes classes de héros. À force de combattre avec, on s'attache aux personnages, on leur imagine un passé. Au passage, les pulp magazines et comic books doivent beaucoup à Lovecraft, et inversement. L'horreur cosmique a inspiré le graphisme de nombreuses BD, et aussi des scénarios d'Alan Moore, connu pour Watchmen, mais aussi auteur de science-fiction. On trouve quelques belles illustrations d'origine des nouvelles de Lovecraft dans cette histoire illustrée de l'horreur. Et c'est tout à fait swag.
Je reviens aux comics de Darkest Dungeon. On a par exemple l'histoire du croisé, chevalier revenu de la guerre, mais incapable de se réintégrer à la vie normale. Il laisse sa famille pour rejoindre notre hameau et continuer à tuer, car c'est la seule chose qu'ils connaissent. Non nobis Domine! Hail the Pope! Ave Maria! Deus vult! Cette histoire n'est pas sans rappeler de nombreux cas réels de vétérans traumatisés ou formatés, dont une part d'eux-mêmes est restée sur le champ de bataille. Et pour étendre l'analogie, celui qui ne connaît que le jeu vidéo voit son cerveau formaté à répéter une action de façon frénétique, combat après combat, maladivement. Voir mon épisode sur l'addiction. Cela m'évoque aussi le personnage interprété par Christopher Walken dans Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, revenu traumatisé du Vietnam où il a été torturé à la roulette russe. Il n'est pas pris en charge psychologiquement et une partie de lui est restée bloquée avec l'expérience. Enveloppé dans sa folie, il répète l'expérience mortelle dans des bars vietnamiens. Les personnages de fous sont aussi pléthores dans les jeux de From Software. De Demon's Souls à Sekiro, en passant par Bloodborne, on croise des personnages qui nous racontent leur histoire, auxquels on s'attache. On les voit évoluer dans des mondes terribles, et il n'est pas rare qu'ils finissent morts ou bien malades, nous attaquant sans nous reconnaître. Dans Bloodborne, une chapelle est le seul lieu qui semble paisible, et un vieux bonhomme vous incite à y inviter les citoyens cherchant refuge. Le lieu se peuple, et les personnages vous offrent parfois leur sang pour vous aider. La plus normale est Ariana, une prostituée, qu'observe avec dégoût et jalousie cette autre femme, Adela, une nonne. Les joueurs attentifs découvrent à un moment Ariana morte, et Adela souriante, comme une folle, les mains pleines de sang. Et lors de la pleine lune, elle perd contrôle et nous attaque. Your blood is tainted. I can't help myself. Elle est folle, elle, t'es folle. Maintenant. Gogol. L'horreur Lovecraftienne est soutenue par une réalité cachée ou invisible à l'homme du commun. Les phénomènes étranges qui se produisent depuis toujours, apparitions, disparitions, miracles, possessions, sont l'œuvre de ces êtres que l'on rencontre rarement et qui ne nous laissent pas indemnes. Ils semblaient en général luisants et glissants, mais la crête de leur dos était écailleuse. Leur forme était vaguement l'anthropoïde, avec une tête de poisson, aux yeux prodigieusement globuleux et qui ne se fermaient jamais. De chaque côté du cou palpitaient des ouïes, et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur 2 pattes, tantôt sur 4. Leur voix qui coassait et aboyait servait évidemment un langage articulé, avec toutes les sombres nuances de l'expression dont leur face immonde était privée. Ces êtres sont parfois réels, parfois des apparitions cauchemardesques. Les rêves ont une place importante chez Lovecraft. Ils ont un rôle mystique, puisque c'est ainsi que les dieux communiquent avec nous. Dans Darkest Dungeon, la Shield Breaker, briseuse de boucliers, est attaquée par ses cauchemars, la poursuivant lorsque vous vous reposez au feu de camp. La fine frontière entre rêve et réalité vous approche gentiment de la folie. Et ces rêves, ces illusions, sont les seules expériences capables de nous donner une idée de l'horreur Lovecraftienne, qui par définition est irreprésentable. L'auteur lui-même se risque rarement aux descriptions. Rien que la vue des dieux horrifiques provoque la folie. Ils sont même inconcevables, et on peut encore moins les combattre ou les tuer. Il n'y a pas réellement de jeu fidèle à Lovecraft, car ça serait chiant de ne rien voir et de ne rien pouvoir tuer. En ce qui concerne l'aspect visuel, on a accès qu'à des choses teintées de surnaturel, des dieux déchus ou des êtres corrompus. Mais plus on touche au grandiose et au monstrueux, plus leurs effets sur nos sens sont insupportables. On n'en sort pas indemne, parfois physiquement. L'horreur, qui est sans forme ni couleur, avait déjà pénétré dans son cerveau et s'était revêtue de pensées humaines. Elle est allée droit dans ma tête. Elle a creusé un trou pour pouvoir y rentrer. C'est mon cerveau qu'elle veut. They sucked his brains out. L'expérience n'est pas transmissible, comme l'a écrit Aragon, et c'est particulièrement vrai pour les témoins d'expériences extraordinaires, qui ne trouvent pas les mots justes. Les jeux nous proposent d'effleurer cette expérience du fantastique qui suggère ce que notre imagination remplit. C'était une chose terrible, indescriptible, plus énorme qu'aucun train souterrain, une accumulation informe de bulles protoplasmiques, faiblement phosphorescentes, recouvertes d'une myriade d'yeux éphémères, naissant et se défaisant comme des pustules de lumière verdâtre, sur tout l'avant qui remplissait le tunnel et fonçait sur nous. Le monstre ici décrit est un shoggoth,
créature découverte au pôle sud par des explorateurs, ce qui a certainement pu inspirer les 2 films La chose d'un autre monde et The Thing. C'est une masse informe, pleine d'yeux, avec lesquels elle nous perce et dont la seule vision est éprouvante. C'est le modèle pour le Shambler de Darkest Dungeon que l'on affronte plongé dans un cauchemar et qui est parmi les pires ennemis du jeu. Bloodborne s'en inspire aussi pour cette chose, perché en haut d'une tour et qui comme l'œil de Sauron vous regarde, vous infligeant de la folie qui peut vous tuer. Un mécanisme orbite autour de l'insight, traduit par lucidité, le niveau de connaissance du surnaturel, qui s'obtient en consommant du savoir, celui des fous ou des sages. Grâce à lui, le jeu rend accessible des zones, audibles des sons, visibles des éléments, mais nous rend aussi sensibles à la folie, précédemment mentionnée. L'adaptation en manga des Montagnes Hallucinées réussit bien à doser entre le visuel et l'implicite. Les lignes compactes, de dessins en noir et blanc, se mélangent en une matière monstrueuse, tantôt de corps hachés, tantôt de bêtes bizarres, qu'on ne saurait représenter parfaitement. L'intérêt des monstres de Lovecraft est qu'ils sont irreprésentables. L'antre de la folie, de Carpenter, réussit bien ce tour de force, de suggérer l'abominable divin, entendu derrière une porte molle, et dont l'on ne voit que les effets corrupteurs sur les humains. Et le protagoniste comprend que l'homme est impuissant face à cette apocalypse cosmique, et préfère se réfugier dans la folie. Alors difficile de nous faire tuer des trucs dans un jeu si les dieux de Lovecraft sont si grandioses qu'on pourrait les égratigner. En d'autres termes, comment nous donner le sentiment de notre insignifiance? Déjà en mettant la barre très haut. On l'a dit, ce sont des jeux durs et éprouvants. Puis en nous rappelant que comme toujours dans un jeu, le contrôle ou la liberté sont des illusions, car tout est codé. On se rend compte par exemple qu'on est leurré dans cette quête absurde par nos guides, désireux de nous voir purger le lieu de ces bêtes. L'une d'entre elles nous le reproche dans Bloodborne. En tuant les abominations que l'on rencontre, on ne traite que le symptôme et pas la cause. C'est pourquoi la solution adoptée par les personnages que l'on rencontre est d'accepter la situation et de vénérer les dieux redoutables. Une autre solution est de tirer avantage de la situation, comme l'ancêtre dans Darkest Dungeon. The horror at Red Hook, to me, is also that quintessential, like, someone made basically a deal with, evil powers for their own power, and I always look at the ancestor that same way. He's basically like, I'll do anything for power. Et on se retrouve ainsi à affronter sa forme spectrale en fin de jeu, puisque cette connivence avec le dieu du fond de la terre l'a transformé. Et pour rebondir sur cette impossibilité de réussir à vaincre, ou cette absence de maîtrise, ce boss de fin a une mécanique particulièrement terrible. Il nous impose de choisir 2 joueurs à éliminer définitivement. Ce coup final, sorti du chapeau, est un coup prêt pour le joueur précautionneux, qui prend soin de ses personnages, mais confronté brutalement à la mort. Si Dieu le veut, tu meurs tout de suite. Et puis surtout, la fin est évasive, et se conclut par un retour à la case départ. Il n'y a pas de happy ending, et votre impact sur le monde a été très limité. Vous n'avez fait que parcourir cette vallée de mort. Je n'ai fait qu'effleurer cet univers. L'histoire des 2 jeux est assez creusée et Lovecraft a inspiré tellement de thèmes que ce serait vain de tout lister. Ce qui compte avant tout, c'est l'expérience. Être immergé dans un monde effrayant et prenant, duquel on ne peut sortir tout à fait indemne. Je vous conseille évidemment ces jeux, avec leurs DLC qui valent vraiment le coup. Darkest Dungeon est souvent soldé sur Steam, et Bloodborne tourne sur la PS4 et PS5. Malheureusement pas sur PC, parce que c'est une exclusivité pour ces bâtards de Sony. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ces jeux, ou s'ils vous font rager. Ou si vous aimez qu'ils vous fassent rager, comme c'est un peu mon cas. Et lisez Lovecraft, ces longs soirs de confinement. Bonne année à tous, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Écran d'arrêt.